Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. À la veille des premières assises nationales du développement humain, le comité de pilotage de l'INDH tient une réunion préparatoire. La rencontre a été l'occasion de se concerter sur les grands dossiers de ce chantier, notamment le développement de la petite enfance. Et nous nous intéresserons à ces nombreux projets initiés par l'INDH et ses actions qui visent l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves et la réduction du taux de déperdition scolaire, notamment chez les jeunes filles. L'Arabie Saoudite accuse l'Iran d'avoir incontestablement parrainé les attaques contre 2 infrastructures pétrolières majeures sur son territoire. Riyad assure que ces attaques provenaient du nord et qu'une enquête allait déterminer le lieu exact du lancement. Véritable monument du blues, les Awek reviennent à Tangiers pour la 2e fois pour présenter au public des rythmes puissants et dansants. Un grand moment de blues apprécié à sa juste valeur par les spectateurs du festival. Madame, Monsieur, bonsoir. À quelques heures du coup d'envoi des premières assises nationales du développement humain, le comité de pilotage de l'INDH a tenu une réunion préparatoire. Le comité réuni à Srerat a fait le point sur les projets réalisés dans le cadre de la phase 3 de l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi il y a 1 an, jour pour jour. L'occasion aussi de se concerter sur les grands dossiers de ce chantier, notamment le développement de la petite enfance consacré dans cette 3e phase. C'est un reportage de Maryam Amlel. Le récit est de Rita Sah. Réunis à Srelet, ce matin, ces membres du comité de pilotage de l'INDH sont revenus sur les programmes et projets réalisés au cours de cette année. Une réunion qui coïncide avec le premier anniversaire du lancement de la 3e phase de l'initiative nationale pour le développement humain. Nous sommes tout d'abord revenus sur les projets mis en place et vérifié qu'ils garantissaient une certaine convergence entre les différents programmes. Nous avons également examiné toutes les voies et moyens à même de mettre en œuvre cette 3e phase de l'initiative et les plans d'action futurs. Le développement de la petite enfance était au cœur de cette réunion. Pour les différents intervenants, l'INDH représente un partenaire capital, notamment dans la promotion et le développement de l'enseignement primaire, en particulier dans les zones rurales. La phase 3 de l'initiative nationale pour le développement humain prévoit d'ailleurs l'accompagnement de nombreux projets relatifs à ce secteur. Cette 3e phase va permettre notamment de soutenir les programmes de l'INDH relatifs à la santé, à la nutrition maternelle et infantile et à la santé communautaire, et ce en renforçant les capacités des acteurs de la société civile en donnant un nouvel élan au rôle de la maternité. Nous avons atteint notre objectif lors de la précédente année scolaire, à savoir assurer la scolarisation de 100 000 enfants supplémentaires dans le royaume. Demain, les premières assises nationales de l'initiative nationale pour le développement humain débuteront à Srelet. Plus de 500 participants sont attendus à cet événement, notamment consacré au secteur de la petite enfance. Et cette 3e phase de l'INDH, dont le financement des projets est estimé à 18 milliards de dirhams, devrait permettre de poursuivre les acquis des étapes antérieures tout en recentrant ces programmes autour de la promotion du capital humain. C'est un chantier de règne. L'INDH, lancé le 18 mai 2005 par Sa Majesté Mohamed VI, a bénéficié du suivi personnel du souverain. L'initiative avait pour objectif de s'attaquer au déficit social en élargissant l'accès aux services sociaux de base. De 2005, année de lancement, à 2018, pas moins de 43 milliards de dirhams ont été mobilisés pour le financement des différents projets. Le bilan de ces 2 premières phases avec Mamadou Diaye. Lancé en 2005 à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'INDH place le capital humain au centre de sa stratégie. En effet, plusieurs réalisations sanctionnent 15 années d'activité de l'initiative nationale pour le développement humain. Pour une enveloppe globale d'investissement de quelques 43 milliards de dirhams depuis 2005, l'organisme a mis en œuvre plus de 43 000 projets de développement socio-économique, allant des infrastructures routières, scolaires aux services sociaux de base. Près de 10 000 activités génératrices de revenus ont été mises en place, dont plus de 60% en milieu rural. Le projet a beaucoup œuvré dans l'accès aux soins avec la mise à disposition de près de 1200 ambulances et plus de 500 caravanes médicales et campagnes de santé. 230 000 ménages ont été desservis en eau potable. L'INDH n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La phase 3, lancée en septembre 2018 pour 5 ans, ambitionne de consolider les acquis, mais également de mettre un accent particulier sur les facteurs qui ralentissent le développement humain. Avec un financement de 18 milliards de dirhams, l'INDH vise un rattrapage considérable du déficit en infrastructures et services sociaux de base,
un accompagnement des personnes en situation de précarité, une inclusion économique des jeunes et l'impulsion du capital humain. Et parmi ces nombreux projets initiés par l'INDH, il y a ceux qui visent l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves et la réduction du taux de déperdition scolaire, notamment chez les jeunes filles. Pour rapprocher l'école de l'élève, l'INDH remet régulièrement aux communes des bus scolaires. La préfecture de Srerat Mara en compte 60 depuis le lancement de l'initiative. C'est un reportage de Jade Aberden, le récit est de Selima Benabou. Ce bus scolaire a sans aucun doute changé la vie des élèves de l'établissement Aboubakar Ibn Zhour, qui n'ont plus désormais à parcourir la dizaine de kilomètres qui séparaient leur établissement de leur domicile familial. Sans transport, j'aurais abandonné car j'habite très loin. Je ne manque aucun jour de cours et cela me permet de rentrer en toute sécurité chez moi. Ces bus scolaires nous permettent d'arriver à l'heure pour ne manquer aucun cours. J'aurais abandonné depuis longtemps si le transport n'avait pas été assuré. À Srerat Mara, 60 véhicules ont été mis en circulation pour lutter contre l'abandon scolaire. Cette action vise l'amélioration et l'encouragement de la scolarisation, notamment des enfants issus et des élèves issus des milieux défavorisés au monde rural, et aussi la lutte contre la déperdition scolaire, notamment de la fille rurale. 39 bus scolaires supplémentaires devraient être ajoutés pour assurer le transport de tous les élèves des 10 localités que compte cette préfecture. Nous ouvrons la page internationale avec cette annonce attendue depuis ce matin. L'Arabie saoudite accuse ouvertement ce soir l'Iran d'avoir incontestablement parrainé les attaques contre 2 infrastructures pétrolières majeures sur son territoire. Riyad assure que ces attaques provenaient du Nord et qu'une enquête allait déterminer le lieu exact du lancement. Une information également confirmée il y a quelques heures par le chef de la diplomatie américaine. Dès son arrivée en Arabie saoudite, Mike Pompeo n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié l'attaque d'acte de guerre. Le point avec Salim Abneb. Voici les débris de missiles et de drones qui auraient été utilisés contre les 2 installations pétrolières. Ils ont été présentés comme iraniens par le ministre de la Défense saoudien lors de ce point presse cet après-midi. L'attaque a été lancée depuis le nord et a été incontestablement parrainée par l'Iran. Plus tôt dans la journée, le président iranien réuni en Conseil des ministres a démenti et condamné ces accusations que le ministre de la Défense qualifie d'infondées. Ces accusations ne sont pas valables, elles ne reposent sur rien, sur aucune preuve et sur aucun document. Rien n'est fourni. Au milieu de ce rapport de force qui semble s'être instauré, le président américain s'est dit prêt à riposter. Donald Trump a envoyé son secrétaire d'État Mike Pompeo. Il devrait rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pour discuter de ces attaques. Affaire à suivre. Les résultats des élections législatives en Israël s'annonçaient serrés et c'est ce qui se confirme. Le Likoud de Benjamin Netanyahou de la droite et le parti bleu de son rival, Benny Gantz, sont à égalité et dans l'incapacité chacun de former un gouvernement selon les médias israéliens. Après plus de 92% des bulletins dépouillés, les partis des 2 rivaux obtiennent chacun 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, et ne parviennent pas avec leurs alliés respectifs à franchir le seuil des 61 députés pour obtenir une majorité en chambre. Les Espagnols retourneront aux urnes. Les partis politiques ont été incapables de trouver un accord. C'est ainsi que le roi Felipe VI a conclu ces 2 jours de consultation avec les différentes formations. Lundi 23 septembre, le Parlement sera automatiquement dissous et les Espagnols seront une nouvelle fois appelés aux urnes le 10 novembre prochain. Il s'agira des 2e élections législatives en 7 mois à peine, les 4e en 4 ans. Un second tour imprévisible s'annonce en Tunisie entre Kais Saïd, l'homme d'affaires, et l'homme d'affaires Nabil Karoui, emprisonné pour blanchiment d'argent. Selon les chiffres officiels, le premier obtient 18,4% des voix, le second 15,5%. Les tractations de l'entre-deux tours s'annoncent compliquées. Les alliances risquent en effet d'être aussi brouillées par les législatives du 6 octobre qui pourraient venir s'intercaler entre le premier et le second tour, dont la date n'a toujours pas
pas été fixé. Et ces résultats confirment les sondages qui donnaient les deux candidats au deuxième tour, mais la nouvelle a tout de même surpris de très nombreux observateurs. Pour en parler avec moi sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, deux candidats que la presse tunisienne qualifie de hors système et qui ont tout de même éliminé tous les représentants des formations politiques traditionnelles. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous de ces résultats ? Mais déjà, il faut rappeler que la majorité des sondages, bien avant, ne préconisaient pas que ces deux personnages allaient être en tête, et principalement Kais Saïd. Karoui était plus ou moins présent dans les sondages. Au fait, ce sont des sondages à la sortie des urnes, à la sortie des bureaux électoraux qui ont mis ces deux personnages en tête. Effectivement, c'est un scrutin très important et qui a surpris pas mal d'observateurs, principalement les spécialistes des questions tunisiennes. Mais ça explique énormément de choses, principalement. La première chose, c'est le fait que les Tunisiens refusent catégoriquement de cautionner encore une fois les anciens politiques qui ont géré ce pays depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, en deuxième lieu, il y a aussi le discours politique, un nouveau discours politique, principalement ce qu'on appelle l'antisystème, et surtout un certain discours plus ou moins populiste que les deux ont suivi. Et en troisième lieu, il y a la manière dont ces deux personnages ont fait leur campagne. D'ailleurs, il ne faut pas suivre aussi un certain nombre de déclarations comme quoi M. Kais Saïd n'a pas fait de campagne. En fait, il a fait une campagne, mais autrement. C'est une campagne qui n'a pas fait le porte-à-porte, qui est basée sur les réseaux sociaux. Il avait des gens qui ont travaillé avec lui, ses anciens étudiants, ses amis, d'autres qui sont venus d'autres pays. Il a travaillé convenablement. Il s'est basé sur son côté oratoire, sa présence médiatique ces derniers temps en tant qu'analyste juriste et non pas politique sur les plateaux médiatiques tunisien, et c'est quelqu'un qui a été très présent. Et bien sûr, il y a eu aussi ce vote du moment qu'on va voir que les femmes ont massivement voté pour Kais Saïd, les jeunes et les diplômés aussi massivement pour lui, quand les plus âgés et les hommes ont voté pour Karoui. Mais en l'ensemble, les Tunisiens ont refusé de cautionner les anciens du système, et il paraît que la démocratie, quand elle est bien appliquée, elle a ses propres logiques. Alors justement, est-ce que vous pensez que ce vote conforte le vœu des Tunisiens pour le changement, ou est-ce que vous diriez que c'est un vote purement et simplement anti-système ? Effectivement, c'est un vote anti-système, mais c'est aussi un vote sanction, et c'est aussi un vote par défaut. Les Tunisiens ont déjà suivi ces gens-là depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le discours à l'intérieur de la société tunisienne, c'est que ce sont des hommes politiques, ce sont des carriéristes qui appartiennent à des groupuscules, à des partis plus ou moins conventionnels. Et il y a quelque chose qui a quand même dérangé la société tunisienne, c'est les rapports que ces politiques entretiennent entre eux, des rapports basés sur des alliances, des traîtrises, des considérations personnelles, des amitiés, des relations familiales. Et au même moment, il n'y a aucune présentation d'un vrai modèle pour sauver la Tunisie et de sa crise politique et de sa crise économique. Certes, les deux candidats aujourd'hui en tête aussi n'ont pas un vrai projet. Leur seul projet, c'est de changer totalement le système politique, d'être contre les anciens qui contrôlaient le pays. Et bien sûr, il y a eu les erreurs de ces anciens politiques. Prenons comme exemple l'incarcération de Nabil Karoui, qui a desservi totalement Chahid, qui s'est retrouvé en queue du système et qui a servi énormément Nabil Karoui, et ça lui a donné beaucoup plus de valeur, ça lui a donné une crédibilité qu'il n'attendait pas. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Un forum panafricain pour la culture de la paix, la première édition de la Biennale de Luanda, s'est ouverte ce matin en Angola, une rencontre qui vise à apporter des réponses africaines aux transformations qui affectent les sociétés. Le modèle marocain en matière de dialogue interreligieux et les valeurs du vivre ensemble prônées par le royaume ont été saluées par les participants. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Sarah Jabri et Ali Ftah Moumen. Développer et investir pour une culture de la paix, c'est l'appel lancé ce matin par les participants à la première édition de la Biennale de Luanda. Des chefs d'État de plusieurs pays d'Afrique, des représentants d'organisations internationales, des acteurs associatifs, mais également des artistes et des scientifiques. Je crois que chaque pays a apporté ses ressources, a apporté aussi une volonté politique et un engagement. Parce qu'encore une fois, la paix, ce n'est pas uniquement l'absence de guerre. Ça se cultive par le dialogue. C'est pour ça aussi que nous avons pensé cette biennale pour et avec les sociétés civiles, avec les artistes, avec les chercheurs. Dans mon discours, j'avais rappelé que
l'Afrique n'est pas sans culture et qu'il y a une culture riche. Et c'est cette culture qui permet de construire une identité. Et cette identité doit être une identité de vivre ensemble, de savoir vivre ensemble, de construire la paix. Vivre ensemble, tolérance, coexistence, des valeurs universelles profondément enracinées dans la culture et l'histoire séculaire du Maroc. Le royaume étant fortement engagé en faveur de la paix et des libertés religieuses à travers la promotion de l'islam modéré et du dialogue interreligieux. Je crois que nos pays ont des expériences qu'ils peuvent partager. Je sais que le Maroc prône un islam tolérant. Et qui, de ce fait, est totalement accepté par l'essentiel de la communauté musulmane en Afrique. La formation des imams, prôner al-wasatiyya, comme on le dit en arabe, est quelque chose de fondamental parce qu'il y a des extrémistes qui sont en train d'instrumentaliser la religion musulmane. Au-delà d'offrir une plateforme pour débattre et échanger autour des moyens à même de consolider et promouvoir une culture de la paix en Afrique, la Biennale de Luanda, capitale angolaise, se veut aussi et surtout être une vitrine culturelle du continent et de la richesse de son patrimoine. Ce sera sans doute une première bataille gagnée dans la guerre contre l'islamophobie, l'instauration d'une journée mondiale pour déconstruire les discours de haine. C'est ce qu'a défendu le président de la Chambre des représentants, Habib Malki, lors d'une rencontre de communication organisée à Rabat avec les ambassadeurs des pays islamiques. Une manière pour ces pays amis et alliés de faire front commun, notamment à partir de l'ONU et ses agences, notamment l'UNESCO, d'encourager le dialogue des civilisations et les valeurs de la tolérance et du vivre ensemble. Un guide pour déconstruire les clichés. L'initiative a été mise en place par l'association Gorara pour les arts et les cultures. Elle vient de publier un petit livre qui répond à une multitude d'interrogations concernant la migration au Maroc. L'ONG a également développé une application mobile destinée à faciliter les différentes procédures administratives et juridiques pour les personnes nouvellement installées au Maroc. C'est un reportage de Mehdi Foudi. C'est un guide de poche pratique et simplifié. Intitulé Migration au Maroc, ce petit livret est destiné aux migrants installés dans le royaume. Il permet de faciliter leurs différentes procédures administratives et juridiques. Un projet lancé par l'association Gorara pour les arts et les cultures. Le but ديالو كان هو la vulgarisation des procédures, les différentes procédures qu'on peut avoir une fois si on est migrant et qu'on arrive au Maroc, من l'obtention de la carte de séjour, c'est la dernière étape qui est l'obtention de la nationalité. L'association a lancé également une application mobile sur Android afin de cibler le maximum des migrants. Il s'agit d'un jeu social appelé Ijramig où l'utilisateur doit passer par les mêmes démarches du guide qui sont étalées sur 7 niveaux. L'objectif est que les Marocains soient conscients des difficultés auxquelles font face ces migrants qui pourront désormais connaître facilement leurs droits et leurs obligations à travers ce jeu. La conception de ce jeu nous a pris presque 6 mois de travail. Nous sommes actuellement en phase de test. Nous l'avons mis en ligne et des dizaines d'utilisateurs l'ont déjà téléchargé. Nous attendons leurs remarques pour essayer de l'améliorer. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du programme Migration lancé par l'association en 2017. Plus de 1000 guides pratiques ont été distribués jusqu'à présent, tandis que l'application enregistre plus de 50 téléchargements pour sa période de test. Nous terminons avec de la musique, véritable monument du blues. Les Awek se sont produits aux 4 coins du monde et ils reviennent à Tanjaz pour la 2e fois pour présenter au public des rythmes puissants et dansants. Et pour cause, les Awek ont fait les premières parties d'artistes prestigieux comme Texas, un grand moment de blues apprécié à sa juste valeur par les spectateurs du festival. Reportage Sderbnzina et Farid Raitou, le récit est de Sami Halis. Plus de 20 ans à sillonner le monde, cela influe forcément sur l'identité musicale d'un groupe. Les Awek comptent à leur actif près de 1600 concerts à travers la planète. Leur blues originel a été applaudi en France, aux États-Unis, au Québec, en Inde et pour la 2e fois à Tanjaz. Très heureux de revenir, présenter notre nouvel album qui s'appelle Let's Party On, qu'on a enregistré il y a quelques mois
aux États-Unis, en Californie. On est très heureux d'être à Tanger au Tan Jazz Festival, qui est un festival extraordinaire, et on adore le public ici. Le blues fait partie intégrante de l'ADN du groupe. Il leur a même inspiré un livre, 20 ans de blues. Véritable bête de scène, les Awek ont séduit le public de Tan Jazz. Je suis au Tan Jazz Festival et je vois Awek ce soir et c'est vraiment une super ambiance, ils sont super, les gens dansent, ça fait du bien d'entendre du vrai blues et on s'amuse très bien. Plus d'une vingtaine d'artistes sont à l'affiche pour les 20 ans de Tan Jazz et ils investissent les différentes scènes réparties dans divers lieux de la ville du Détroit. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Cette annonce attendue depuis ce matin. L'Arabie Saoudite accuse ouvertement ce soir l'Iran d'avoir incontestablement parrainé les attaques contre 2 infrastructures pétrolières majeures sur son territoire. Riyad assure que ces attaques provenaient du nord et qu'une enquête allait déterminer le lieu exact du lancement. Une information également confirmée il y a quelques heures par le chef de la diplomatie américaine dès son arrivée en Arabie Saoudite. Mike Pompeo n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié l'attaque d'acte de guerre. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.